Je suis Aïssa, la mère du marié, et l'épouse de l'homme en qui j'ai cru pendant 25 ans. On dit que la vérité vous libérera, mais personne ne vous prévient qu'avant cela, elle réduira votre monde en cendres. Ce matin-là, alors que je préparais le mariage de mon fils, j'ai vu mon mari embrasser la fiancée de notre propre enfant. Et à cet instant, tout s'est effondré. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer cette histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous écoutez. Partagez-le dans les commentaires, sans hésiter. Et maintenant, laissez-moi vous raconter cette histoire. Le silence de l'aube, lourd et oppressant, enveloppait la maison comme un voile de velours noir. Il était 4 heures du matin et je n'avais pas fermé l'œil. Assise dans mon bureau, entourée de piles, de dossiers et d'écrans d'ordinateur qui diffusaient une lumière bleutée, je vérifiais une dernière fois les détails du mariage de Kaël. Chaque rose blanche, chaque ruban de soie, chaque chaise disposée dans le jardin de notre villa, en périphérie de Paris, devait être parfaite. J'étais Aïssa, l'architecte de la perfection, celle qui transformait les rêves en réalité pour des clients exigeants. Mais aujourd'hui, c'était pour mon fils, mon Kaël, et rien ne devait échapper à mon contrôle. Pourtant, au fond de moi, une fissure invisible s'élargissait, une inquiétude sans nom qui refusait de me laisser en paix. Je tapais distraitement sur mon clavier, répondant à un courriel d'un fournisseur de fleurs, mais mon esprit était ailleurs. Idriss, mon mari, depuis 25 ans, n'était plus le même. Ses absences prolongées, ses appels téléphoniques à voix basse, ses sourires qui ne montaient jamais jusqu'à ses yeux. Tout cela formait une mosaïque de doutes que je m'efforçais d'ignorer. Je me souvenais de notre première rencontre dans un café bondé du quartier latin. Il m'avait fait rire avec une anecdote sur un projet architectural raté, ses yeux sombres pétillants d'une intelligence vive. Ce soir-là, sous les lumières tamisées, j'avais cru que nous construirions une vie aussi solide que les immeubles qu'il concevait. Mais maintenant, chaque fois qu'il rentrait tard, une excuse au bout des lèvres, je sentais un froid s'installer entre nous, comme une brise d'hiver glissant sous une porte mal fermée. Je repoussai mon ordinateur portable et me levai pour ajuster les rideaux. Dehors, l'obscurité était totale, mais je pouvais presque voir le jardin tel qu'il serait dans quelques heures, des rangées de chaises blanches impeccablement alignées, l'arche fleurie que j'avais passé des mois à entretenir, les guirlandes lumineuses scintillant comme des étoiles captives. Tout devait être parfait pour Kaël. Il méritait cela, lui, mon fils unique, celui pour qui j'avais sacrifié tant de rêves personnels. Mais cette perfection que je poursuivais semblait fragile, comme un château de cartes, menaçant de s'effondrer au moindre souffle. Un craquement léger me fit sursauter. Je me retournai et vis la silhouette de Kaël dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un simple t-shirt et d'un pantalon de pyjama. Ses traits, hérités de son père, étaient tirés par la fatigue, et des cernes sombres marquaient ses yeux noisettes. « Maman, tu es encore debout ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'une inquiétude douce. Il tenait une tasse de café dont la vapeur s'élevait en volutes paresseuses. À 27 ans, Kaël avait ma rigueur, ma capacité à analyser chaque détail, mais il avait aussi le charme d'Idriss, cette aura qui attirait les regards sans effort. « Je veux juste que tout soit parfait pour toi, mon chéri, » répondis-je, forçant un sourire. Je refermai mon ordinateur, comme pour clore aussi les pensées qui me tourmentaient. « Ton père dort, encore, je suppose. » Kaël s'avança et s'assit sur le bord de mon bureau, l'air soudain plus jeune, presque vulnérable. « Il est parti tôt ce matin, » dit-il, une note étrange dans la voix. Il a dit qu'il devait récupérer un cadeau pour les parents de Naomi. Je fronçai les sourcils. Un cadeau ? C'était la première fois que j'en entendais parler. Les Ellington ? Demandai-je, essayant de masquer mon trouble. C'est nouveau, ça. Kaël baissa les yeux sur sa tasse, ses doigts serrant la porcelaine comme s'il cherchait du courage dans sa chaleur.
Maman, commença-t-il hésitant, est-ce que tu penses que Naomi m'aime vraiment? La question me frappa comme un coup de poing. Naomi, sa fiancée, était une avocate brillante, belle et ambitieuse, issue d'une famille influente. Sur le papier, elle était tout ce qu'une mère pouvait souhaiter pour son fils, mais j'avais vu des choses, moi aussi. La manière dont ses yeux s'égaraient quand Kaël parlait de ses passions, son téléphone toujours à la main, lors des dîners familiaux. Et pire encore, la façon dont Idriss semblait toujours trouver une excuse pour être près d'elle, lui tenant la porte, remplissant son verre, connaissant par cœur la manière dont elle aimait son café, 2 sucres, un trait de lait. « Pourquoi dis-tu ça, mon cœur ?» demandai-je, pivotant dans mon fauteuil pour lui faire face. Sous la lumière crue de ma lampe de bureau, l'inquiétude sur son visage était évidente. Il prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas, peut-être que c'est juste le stress du mariage, mais parfois, quand elle me regarde, j'ai l'impression qu'elle voit à travers moi, comme si j'étais juste une étape dans son plan parfait. » Il marqua une pause, ses yeux fixant le vide. « Et ces derniers temps, elle passe beaucoup de temps avec papa. Il parle de finances, d'investissement. Elle dit qu'il la conseille pour sa carrière. » Mon cœur se serra. Les mots de Kaël faisaient écho à mes propres doutes, ceux que j'avais enfouis sous des années de confiance aveugle. Je voulais lui dire que j'avais remarqué, moi aussi, les regards prolongés d'Idriss, la manière dont il semblait s'illuminer en présence de Naomi. Mais je ravalais mes paroles, incapable de briser l'espoir fragile dans les yeux de mon fils. Les doutes avant un mariage, c'est normal, dis-je, posant une main sur la sienne. C'est le plus grand pas que tu feras dans ta vie. Mais Kaël secoua la tête, son regard soudain plus dur. Ce n'est pas juste des doutes, maman. J'ai vu des choses, des petits gestes, des conversations qu'ils arrêtent dès que j'entre dans la pièce. Hier, je les ai surpris dans le jardin, juste en train de parler, mais... Il s'interrompit, sa voix se brisant. La manière dont il la regardait, ce n'était pas celle d'un beau-père. Un frisson glacé me traversa. Je sentis une chaleur monter dans ma nuque, une colère sourde mêlée de peur. Je voulais crier, exiger des réponses, mais je forçais ma voix à rester calme. « Kaël, c'est une accusation grave. »« Je sais, » répondit-il, haussant les épaules, les yeux brillants de douleur contenue. « Et j'espère que je me trompe. Mon Dieu, j'espère que je me trompe. » Avant que je puisse répondre, un bruit attira mon attention. Le téléphone d'Idriss, posé sur la console près de la porte, s'illumina soudain. Un message apparut sur l'écran, bref mais percutant, rendez-vous à 10h, comme d'habitude. Aucun nom, juste un numéro. Mon pouls s'accéléra. Je me levai, feignant de ranger un dossier, mais mes yeux restèrent fixés sur l'écran, jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Ce n'était rien, me dis-je, une réunion de travail, un client. Mais au fond de moi, une voix murmurait que je me mentais à moi-même. Je me tournai vers Kaël, qui n'avait rien remarqué. « Va te reposer, mon chéri, » dis-je, ma voix tremblante malgré moi. « La journée va être longue. » Il hocha la tête, mais son regard resta hanté. Lorsqu'il quitta la pièce, je me rassis, les mains crispées sur les accoudoirs de mon fauteuil. Le silence revint, plus lourd encore. Ce message, les mots de Kaël, les silences d'Idriss, tout se mélangeait en un tourbillon de soupçons. Je ne pouvais plus fermer les yeux. Demain, Naomi devait venir à 10h pour discuter des derniers détails du mariage. Et pour la première fois en 25 ans, je décidai que je serais là, caché dans l'ombre, pour voir ce que mon mari et la fiancée de mon fils me cachaient. Une flamme froide s'alluma en moi, une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. La perfection que j'avais toujours poursuivie allait être mise à l'épreuve. Et j'étais prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Le soleil matinal perçait à peine à travers les nuages gris lorsque je pris ma décision. J'avais passé la nuit à tourner en rond dans ma tête les mots de Kaël et ce message énigmatique sur le téléphone d'Idriss me poursuivant comme des ombres.
À 8 heures, je saisis mon portable et envoyai un message au fournisseur de fleurs, prétextant une urgence familiale pour annuler notre rendez-vous. C'était un mensonge, mais je n'avais pas le choix. Naomi devait arriver à 10 heures et je serais là, tapi dans l'ombre, pour découvrir ce que mon mari et la fiancée de mon fils tramaient. Mon cœur battait à tout rompre, un mélange de peur et de rage bouillonnant sous ma peau. Je me sentais ridicule, comme une héroïne de mauvais feuilleton, mais une force invisible me poussait à agir. Je m'affairai dans la cuisine, rangeant des assiettes déjà impeccables, lorsque le ronronnement d'un moteur me fit sursauter. À travers la fenêtre, je vis la Mercedes blanche de Naomi se garer dans l'allée. Elle descendit, élégante dans un tailleur crème, ses cheveux bruns impeccablement coiffés, un sourire confiant illuminant son visage. Elle semblait appartenir à ce monde, à ma maison, avec une aisance qui me donna la nausée. Je pris une profonde inspiration, mes mains tremblantes serrant le bord de l'évier. Puis, sans réfléchir, je sortis par la porte de derrière, contournant la maison comme une voleuse. Le jardin, mon sanctuaire de roses et de souvenirs, était devenu un terrain de guerre. Je me glissai derrière une rangée de buissons d'hortensia, mon pouls martelant mes tempes, chaque craquement de brindille sous mes pieds semblait hurler ma présence, et je m'accroupis, le souffle court, me sentant à la fois absurde et désespéré. À travers la grande baie vitrée du salon, je les vis. Idriss et Naomi, debout près de la cheminée où nous avions pris tant de photos de famille. Il lui tendit un verre de vin, un geste anodin mais trop intime. Sa main effleura son bras, et elle rit, un son léger qui me transperça comme une lame. Je me rapprochai, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Ils parlaient à voix basse, leur corps trop proche, leurs regards trop complices. Je voulais croire que ce n'était qu'une conversation anodine, un échange professionnel, comme Idriss me l'avait si souvent répété. Mais alors il posa sa main sur sa taille, trop bas, trop longtemps. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Et puis, comme si le temps s'était arrêté, ils s'embrassèrent. Pas un baiser furtif, non. Un baiser profond, passionné, comme s'ils se connaissaient depuis toujours, comme si le monde autour d'eux n'existait pas. Mes jambes flageolèrent et une vague de fureur incandescente me submergea. 25 ans de mariage, de sacrifices, de nuits à planifier notre avenir, réduits en cendres par cette trahison. Je me redressai, prête à fracasser la porte, à hurler jusqu'à ce que mes poumons cèdent, mais une main ferme saisit mon bras, me tirant en arrière. Je me retournai, le cœur dans la gorge, et vis Kaël. Son visage était un masque de pierre, ses yeux brûlants d'une douleur contenue. « Maman, non !» murmura-t-il, sa voix basse mais autoritaire. « Pas maintenant !»« Kaël !» balbutiai-je, ma voix tremblante de rage. « Tu as vu ça? Ton père? Et elle ?» ?»« Je sais, » répondit-il, ses mots coupants comme du verre. « Je sais depuis des semaines. » Il me tira doucement derrière les hortensias, loin des regards. « Maman, écoute-moi. Ce n'est pas juste un moment d'égarement. C'est pire que tu ne le penses. » Je le fixai, abasourdi. Ses traits, si semblables à ceux de son père, étaient déformés par une détermination froide que je ne lui connaissais pas. « Depuis des semaines ?» répétai-je, ma voix à peine audible. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Il baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. « Parce que je voulais être sûr. Au début, je pensais que j'étais paranoïaque. J'ai vu des choses, des regards, des conversations qu'ils arrêtaient dès que j'entrais. Il y a un mois, je les ai surpris dans le bureau de papa, à son cabinet. Ils riaient, trop proches, et quand je suis entrée, ils se sont tus comme si j'étais un intrus. Il serra les poings. Papa m'a dit que c'était une réunion de travail. Naomi a prétendu qu'elle demandait des conseils pour un investissement. Mais je ne suis pas idiot, maman. Chaque mot était une aiguille, plantée dans mon cœur. Je repensais à toutes les fois où Idriss m'avait rassuré, ses sourires charmeurs, dissipant mes doutes. « Juste du travail, ma chérie, » disait-il, et je l'avais cru parce que je voulais y croire, parce que jeter 25 ans
de vie commune par la fenêtre pour une intuition semblait insensée. Mais maintenant, la vérité était là, nue et cruelle, dans ce salon où nous avions dansé avec Kaël bébé dans les bras. « Je vais les détruire, » dis-je, ma voix rauque, vibrante de colère. « Je vais entrer et... » « Non, » coupa Kaël, ses yeux plongés dans les miens. « Pas comme ça. Si on les confronte maintenant, ils nieront tout. Papa jouera la carte du malentendu, Naomi jouera la victime. Ils nous feront passer pour des fous. » Il prit une inspiration profonde, son regard durci par une résolution nouvelle. « J'ai un plan, maman. J'ai contacté tante Fatime. Elle est déjà sur l'affaire. » Le nom de Fatime, ma confidente de toujours, ma sœur d'âme, me ramena à la réalité. Ancienne commandante de la gendarmerie, elle était une femme d'acier, une enquêtrice privée dont la réputation n'était plus à faire. Si Kaël lui avait fait confiance, alors il y avait de l'espoir, une chance de transformer cette douleur en justice. « Qu'est-ce qu'elle sait ?» demandai-je, ma voix tremblante mais ferme. « Tout ce que j'ai vu, » répondit Kaël, et elle a déjà commencé à creuser. « Elle a des preuves, maman, des photos, des reçus, mais on doit être patient. On ne peut pas se contenter de les confronter, on doit les détruire de manière qu'ils ne puissent jamais se relever. » Je regardais mon fils, ce jeune homme qui portait encore les traits de l'enfant que j'avais bercé, mais dont les yeux brillaient d'une force nouvelle. Il n'était plus seulement mon fils, il était mon allié, mon complice dans cette guerre que nous venions de déclarer. À travers la fenêtre, je vis Idriss rire, sa main toujours dans les cheveux de Naomi. Ils étaient si confiants, si certains d'avoir gagné. Ils ne savaient pas que leur monde allait bientôt s'effondrer. Je hochai la tête, une détermination froide s'installant en moi. « D'accord, dis-je, ma voix aussi dure que l'acier. « Appelle Fatime, dis-lui qu'on se voit ce soir. » Kaël acquiesça, un éclat de résolution dans les yeux. Nous nous relevâmes lentement, quittant notre cachette derrière les hortensias. Le jardin, autrefois mon refuge, était maintenant un champ de bataille. Et tandis que je rentrais dans la maison, jouant le rôle de l'épouse et de la mère parfaite, je sentais une flamme grandir en moi. Ce n'était pas seulement de la colère, mais une promesse. La vérité éclaterait, et quand elle le ferait, Idriss et Naomi regretteraient le jour où ils avaient décidé de trahir ma famille. Le crépuscule enveloppait la maison d'une lumière douce et traîtresse, comme si le monde extérieur ignorait le chaos qui bouillonnait en moi. Après avoir vu Idriss et Naomi, je m'étais forcée à reprendre mon rôle d'hôtesse parfaite, rangeant des dossiers, répondant à des appels de traiteurs, tout en sentant mon cœur battre comme un tambour de guerre. Chaque sourire que j'affichais était une façade, chaque mot prononcé un effort pour ne pas hurler. Lorsque la nuit tomba, Kaël et moi nous enfermâmes dans mon bureau, la porte verrouillée, les stores baissés. L'odeur du café froid flottait dans l'air, mais l'atmosphère était lourde, saturée d'une tension palpable. Tante Fatime arriva peu après, son pas assuré résonnant dans le couloir comme un avertissement. Fatime, ma confidente depuis des décennies, portait encore l'aura d'une commandante de gendarmerie, même dans son tailleur noir sobre. Ses cheveux grisonnants tirés en un chignon sévère accentuaient son regard perçant, celui d'une femme qui avait vu le pire de l'humanité et n'en était jamais surprise. Elle posa une mallette sur mon bureau, l'ouvrit avec une précision militaire et en sortit un dossier épais relié par un élastique noir. « Aïssa, » dit-elle, sa voix grave coupant le silence comme une lame, « tu aurais dû m'appeler plus tôt. » Je sentis une pointe de culpabilité me transpercer. Fatime avait toujours été là, une sœur d'âme, qui lisait en moi comme dans un livre ouvert. Mais j'avais gardé mes doutes pour moi, par orgueil, par peur d'admettre que mon mariage parfait n'était qu'un mirage. J'espérais me tromper, murmurai-je, mes doigts triturant nerveusement le bord d'un carnet. Je voulais croire qu'Idriss était juste occupé. Fatime haussa un sourcil, son regard me clouant sur place. « L'espoir est une arme à double tranchant, Aïssa. Il peut te protéger, mais il peut aussi t'aveugler. »
Elle ouvrit le dossier, révélant une pile de photographies et de documents. Kaël m'a contacté il y a 3 semaines. Il m'a raconté ce qu'il avait vu. J'ai commencé à creuser. Kaël, assis sur une chaise près de moi, hocha la tête, ses mains crispées sur ses genoux. « Je ne pouvais plus faire semblant, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Après ce que j'ai vu dans le bureau de papa, j'ai su que quelque chose n'allait pas. » Il marqua une pause, ses yeux hantés par un souvenir qu'il semblait revivre. « Ils étaient trop proches, maman. Naomi riait, et papa, il la regardait comme s'il n'y avait qu'elle dans la pièce. Chaque mot était une nouvelle entaille dans mon cœur. Je revoyais Idriss, son sourire charmeur, ses excuses fluides pour ses absences. « Juste une réunion, ma chérie, » disait-il, et je l'avais cru, parce que l'alternative était trop douloureuse. Mais maintenant, face à Kaël et Fatim, je sentais ma naïveté se transformer en une colère sourde, un feu qui menaçait de tout consumer. Fatim étala les premières photos sur le bureau. Idriss et Naomi main dans la main, entrant dans un hôtel-boutique au cœur de Paris, le genre d'endroit où l'on paie en liquide pour rester discret. Une autre photo les montrait dans un restaurant étoilé, leurs têtes penchées l'une vers l'autre comme des amants dans une bulle. Puis vinrent les reçus. Une facture pour une bague Cartier de 12 000 €, payée par carte de crédit, au nom d'Idriss, datée d'un jour où il m'avait dit être en réunion à Lyon. Mes mains tremblaient en feuilletant les documents, chaque pièce ajoutant un poids écrasant à la vérité. « Ce n'est pas tout, » dit Fatim, sa voix teintée d'une gravité nouvelle. Elle sortit un relevé bancaire, un document que je reconnus comme venant de notre compte commun, celui que j'avais soigneusement alimenté avec les revenus de mon entreprise. Idriss a effectué des retraits réguliers, Aïssa, des petites sommes, 500 € ici, 700 là, toujours en liquide, toujours dans des agences différentes. Ça s'élève à des milliers d'euros sur les 6 derniers mois. Je sentis mon souffle se couper. Ce compte, c'était notre avenir, notre sécurité, les années de sacrifice pour que Kaël ait une vie meilleure, pour que nous ayons une retraite confortable. « Pourquoi ?» demandai-je, ma voix rauque. « Pour elle ?» Fatim hocha la tête. « En partie, la bague, les dîners, les hôtels, mais il y a autre chose. » Elle tapota un autre document, un relevé de transactions plus ancien. J'ai trouvé des paiements mensuels réguliers qui remontent à plusieurs années. Pas à Naomi, à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais je creuse. Un frisson glacé me traversa. Quelqu'un d'autre? La trahison d'Idriss semblait s'étendre comme une toile d'araignée, chaque fil révélant une nouvelle couche de mensonges. Je regardais Kaël, dont le visage était fermé, ses mâchoires serrées. « Tu savais ?» demandai-je, ma voix tremblante d'un mélange de colère et de douleur. « Pas pour ça, » répondit-il, ses yeux rencontrant les miens. « Mais j'ai toujours su que papa n'était pas ce qu'il prétendait être. » Il déglutit, sa voix se brisant légèrement. « J'ai toujours voulu être comme lui, maman. Son charisme, sa façon de captiver une pièce, mais maintenant, je me sens tellement stupide. » Je posai une main sur son bras, sentant sa chaleur sous mes doigts. « Tu n'es pas stupide, Kaël. Tu es loyal, et tu es assez fort pour chercher la vérité. » Ces mots, je les disais autant pour lui que pour moi, car en cet instant je me sentais brisé, trahi par l'homme auquel j'avais donné un quart de siècle de ma vie. Fatim referma le dossier, son regard passant de Kaël à moi. « Ce que nous avons ici, c'est un début, » dit-elle. « Mais pour les faire tomber, il nous faut plus, des preuves irréfutables, quelque chose qui les clouera au mur. » Elle se pencha en avant, son ton devenant presque conspirateur. « Et je pense que Naomi cache aussi ses propres secrets. Elle n'est pas juste une maîtresse, Aïssa, elle joue un jeu bien plus dangereux. » Mon pouls s'accéléra. Naomi, la femme parfaite, la fiancée idéale, une manipulatrice. L'idée me donnait envie de hurler, mais aussi de comprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»
demandai-je, ma voix à peine audible. Fatim esquissa un sourire, un éclat froid dans les yeux. Laisse-moi quelques jours. J'ai un contact dans la police économique qui peut m'aider à creuser dans ses finances. Mais pour l'instant, vous devez jouer le jeu. Faire comme si de rien n'était, jusqu'à ce que nous ayons tout ce qu'il faut pour les détruire. Je hochai la tête, sentant une détermination nouvelle m'envahir. Le bureau, avec ses murs familiers et ses piles de dossiers, était devenu une salle de guerre. Kaël me serra la main, un geste simple, mais chargé de solidarité. Nous n'étions plus seulement une mère et son fils. Nous étions des alliés unis par une douleur commune et une soif de justice. Lorsque Fatim quitta la pièce, son dossier sous le bras, je me tournai vers Kaël. « Demain, dis-je, ma voix ferme malgré la tempête en moi, nous jouons leurs règles, mais après ça, c'est nous qui écrirons la fin de cette histoire. » Il acquiesça, un éclat de résolution dans les yeux. La nuit était profonde, mais dans ce bureau, une lueur nouvelle naissait, celle d'une vérité qui ne demandait qu'à éclater et d'une vengeance qui se tissait, fil par fil, dans l'ombre. Le lendemain matin, le soleil dardait ses rayons sur la villa, mais sa lumière semblait moqueuse, comme si elle révélait au grand jour les mensonges que j'avais si longtemps ignorés. Je m'étais réveillé après une nuit sans sommeil, les images d'Idriss et Naomi s'embrassant dans mon salon, tournoyant dans mon esprit comme une danse macabre. Pourtant, je devais jouer mon rôle. L'épouse dévouée, la mère du marié, l'organisatrice d'un mariage parfait. Chaque sourire que j'affichais était un poignard que je plantais dans ma propre chair, chaque mot prononcé un effort pour ne pas hurler la vérité. Mais la réunion avec Fatim, la veille, avait allumé une flamme froide en moi. Ce n'était plus seulement une question de cœur brisé, c'était une question de justice. Je passais la matinée à feindre l'activité, ajustant les centres de table, vérifiant les listes d'invités, tandis que mon esprit était ailleurs. À midi, Fatim me retrouva dans un café discret à l'écart de la ville, loin des regards curieux. Elle portait une veste en cuir noir, ses lunettes de soleil relevées sur la tête, et son air déterminé me rappela pourquoi je l'avais toujours admirée. Elle posa son ordinateur portable sur la table, l'ouvrit et me fit signe de m'approcher. « Aïssa !» dit-elle, sa voix basse mais tranchante. « Ce que je vais te montrer va changer la donne. Prépare-toi. » Je hochai la tête, mes mains serrant ma tasse de café comme une encre. Fatim tourna l'écran vers moi, révélant une série de relevés bancaires, des tableaux de chiffres qui auraient dû m'être familiers. « Ce sont vos comptes communs, » expliqua-t-elle, son doigt pointant une colonne de transactions. Depuis 1 an, Idriss a effectué des retraits réguliers en liquide. Des petites sommes, jamais plus de 1 000 € à la fois, mais ça s'additionne. Plus de 30 000 € en tout. Mon souffle se coupa. Ce compte, c'était le fruit de mes années de travail acharné à la tête de mon entreprise d'événementiel. Chaque euro représentait des nuits blanches, des clients exigeants, des sacrifices pour assurer l'avenir de Kaël, pour garantir à Idriss et moi une retraite paisible. « Pourquoi ?» demandai-je, ma voix tremblante de rage contenue. « Les hôtels ? Les cadeaux ?» Fatim acquiesça, mais son regard s'assombrit. « En partie, la bague Cartier, les dîners dans des restaurants étoilés, les chambres d'hôtel payées en liquide. Mais ce n'est pas tout. » Elle cliqua sur un autre onglet, révélant une facture. « Regarde ça. Une montre Patek Philippe, édition limitée, 15 000 €, payée par un virement depuis un compte que je n'ai pas encore complètement tracé. » Je sentis une nausée monter. « Un compte ? Quel compte ? » demandai-je, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Idriss n'avait jamais mentionné un autre compte. Tout notre argent, nos économies, nos projets étaient censés être transparents. Mais Fatim secoua la tête. « Pas le vôtre, Aïssa. Ce virement vient d'un compte, au nom de Naomi. » Le nom de Naomi me frappa comme une gifle. « Elle, » murmurai-je, ma voix à peine audible. « Elle lui achète des cadeaux avec quel argent ? Elle est avocate, pas millionnaire. »
Fatim esquissa un sourire amer, presque satisfait. Justement, j'ai creusé dans ses finances grâce à un contact à la brigade économique. Naomi a détourné plus de 200 000 € de son cabinet d'avocat. Elle fit défiler une série de documents sur l'écran. Des factures fictives pour des consultants inexistants, des notes de frais gonflés, des virements vers un compte offshore dissimulé sous le nom de jeune fille de sa mère. Elle est intelligente, mais pas assez. Elle a laissé des traces. Une partie de cet argent a servi à acheter la montre pour Idriss. Le reste, disons qu'elle vit bien au-dessus de ses moyens. Je m'adossai à ma chaise, le souffle court. Naomi n'était pas seulement la maîtresse de mon mari, elle était une criminelle, une voleuse qui utilisait l'argent volé pour séduire l'homme que j'avais aimé pendant un quart de siècle. Mais pire encore, Idriss, mon Idriss, avait trahi notre avenir commun pour financer ses escapades avec elle. Je repensais à toutes les fois où j'avais vérifié nos comptes, où j'avais cru ses excuses sur des investissements ou des dépenses professionnelles. Chaque mensonge était une entaille, et maintenant les entailles formaient une plaie béante. Comment a-t-il pu, murmurai-je, plus pour moi-même que pour Fatim. Je revoyais nos soirées à planifier notre retraite, à rêver d'un petit chalet dans le sud de la France, où nous vieillirions ensemble. Ces rêves, je les avais payés avec mes heures de travail, mes ambitions mises de côté, mon dévouement à cette famille. Et lui, il les avait dilapidés pour une femme qui n'était même pas encore née quand nous nous étions mariés. Fatim posa une main sur mon bras, son geste ferme mais réconfortant. « Aïssa, il n'est pas juste un mari infidèle. Il t'a volé, et Naomi n'est pas une victime innocente. Ils sont complices tous les deux. » Je levai les yeux vers elle, sentant une colère nouvelle remplacer la douleur. « Je veux les confronter d'eux, dis-je, ma voix vibrante d'une rage contenue. Maintenant. » Mais Fatim secoua la tête. « Pas encore. Si tu fais ça, ils nieront tout. Idriss te dira que tu es paranoïaque. Naomi jouera les larmes de crocodile. On a besoin de plus. » Elle se pencha en avant, son regard perçant. « Et il y a autre chose. Ces paiements mensuels que j'ai trouvés, ceux qui ne vont pas à Naomi, ils remontent à des années. Je suis à 2 doigts de découvrir à qui ils sont destinés. » Mon cœur s'arrêta un instant. Une autre femme, une autre vie. La toile de mensonges d'Idriss semblait s'étendre à l'infini, chaque fil révélant une nouvelle trahison. « Qui ?» demandai-je, ma voix à peine audible. « Je ne sais pas encore, » répondit Fatim, son ton sérieux. « Mais je le saurai bientôt. Mon contact à la banque travaille dessus. D'ici demain, j'aurai des réponses. » Je hochai la tête, sentant une détermination froide m'envahir. Kaël, qui m'avait rejointe au café, était resté silencieux jusque-là, ses yeux fixant les documents comme s'ils pouvaient s'enflammer sous son regard. « Maman, dit-il enfin, sa voix basse mais résolue, on doit attendre. Si on agit trop vite, ils s'en sortiront. Tante Fatim a raison, on doit les coincer tous les deux, là où ils ne pourront pas s'échapper. » Je regardais mon fils, ce jeune homme qui portait encore les traces de l'enfant que j'avais protégé, mais dont la voix vibrait d'une autorité nouvelle. Il avait raison. La douleur, la rage, l'humiliation, tout cela devait être canalisé, transformé en une arme précise. « D'accord, dis-je, ma voix ferme. On attend, mais quand le moment viendra, ils regretteront d'avoir croisé notre chemin. » Fatim referma son ordinateur, un éclat de satisfaction dans les yeux. « Rentrez chez vous, Djitch, » dit-elle. « Jouez votre rôle, souriez, faites comme si tout allait bien. Demain, je vous apporte le reste. » En quittant le café, je sentis le poids de la vérité s'installer sur mes épaules. Mais ce n'était plus seulement un fardeau, c'était une arme. Idriss et Naomi pensaient avoir tout sous contrôle, mais ils de l'île ne savaient, dites pas, que chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait de leur chute. Et moi, Aïssa, la femme qu'ils avaient sous-estimée, j'étais prête à faire tomber le rideau sur leur mascarade.
La nuit était profonde, presque oppressante, lorsque mon téléphone vibra sur la table de chevet. Il était minuit passé et l'écran affichait le nom de Fatime. Mon cœur s'emballa, un mélange d'appréhension et d'urgence me tirant du lit. Je m'enfermai dans la salle de bain, loin des oreilles indiscrètes d'Idriss, qui dormait paisiblement, ou du moins feignait de le faire, dans notre chambre. « Aïssa » murmura Fatime, sa voix grave teintée d'une gravité inhabituelle. « J'ai trouvé quelque chose. Ce n'est pas seulement Naomi. Il y a autre chose. Quelque chose de beaucoup plus gros. » Je m'appuyai contre le mur, le carrelage froid sous mes pieds, nus me ramenant à la réalité. « De quoi parles-tu » demandai-je, ma voix tremblante malgré moi. Les révélations de la veille, les retraits d'Idriss, l'escroquerie de Naomi m'avaient déjà ébranlé, mais le ton de Fatime laissait présager un coup encore plus dur. Les paiements mensuels que j'ai trouvés, ceux qui ne vont pas à Naomi, continua-t-elle, ils remontent à 15 ans. Ils sont adressés à une femme nommée Sophie Laurent. Le nom ne me disait rien. Sophie Laurent. Une étrangère, un fantôme surgit du passé de mon mari. Qui est-elle ? Demandai-je, ma gorge sèche. Fatime hésita, un silence lourd s'installant entre nous. Aïssa, prépare-toi. Sophie a une fille, une adolescente de 15 ans, nommée Imani. J'ai obtenu un échantillon d'ADN d'Idriss, un gobelet de café qu'il a laissé lors d'une réunion. Le test était concluant. Probabilité de paternité, 98,99%. Le monde s'arrêta. Mes jambes cédèrent, et je glissai lentement contre le mur, m'asseyant sur le sol froid. Imani, une fille. Idriss avait une fille, une enfant, qu'il m'avait cachée pendant 15 ans. Chaque moment de notre mariage, chaque sourire partagé, chaque promesse murmurée dans l'intimité, tout cela n'était qu'un mensonge, une façade masquant une vie parallèle. Je revoyais nos premières années, les nuits où je berçais Kaël, les projets d'avenir que nous dessinions ensemble. Pendant tout ce temps, Idriss vivait une autre vie, à quelques kilomètres de moi, avec une autre famille. « Aïssa » La voix de Fatime me ramena à la réalité. « Tu es là ?»« Oui, » murmurai-je, ma voix à peine audible. « Comment as-tu trouvé ça ?»« Les paiements m'ont mené à elle, » expliqua Fatime. « Sophie vit dans une maison modeste, à une vingtaine de kilomètres de Paris. J'ai fait des recherches. Elle n'a pas de carrière notable, mais elle vit confortablement, grâce à ses versements réguliers. J'ai vu Imani, Aïssa. Elle a les yeux d'Idriss, les mêmes yeux sombres, pleins d'intelligence. » Je fermai les yeux, essayant de repousser l'image d'une adolescente avec le regard de mon mari, une sœur que Kaël n'avait jamais connue, une vie qu'Idriss avait construite dans l'ombre, pendant que je bâtissais la nôtre à la lumière. « Est-ce que Sophie sait pour moi, pour Kaël ?» demandai-je, ma voix tremblante de rage et de douleur. « Je ne suis pas sûre, » répondit Fatime. « Mais elle a tout intérêt à rester discrète. Ses paiements sont sa bouée de sauvetage. » Elle marqua une pause. « Aïssa, ce n'est pas juste une infidélité. Idriss t'a volé plus que ton argent. Il t'a volé la vérité sur ta vie. » Je serrai le téléphone, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. La douleur physique était presque un soulagement comparé à la tempête qui faisait rage en moi. Je repensais à toutes les fois où Idriss partait en voyage d'affaires la Moukcher, à ses excuses lisses, à son charme qui désarmait mes soupçons. Chaque absence prenait maintenant un sens sinistre, chaque sourire un goût de trahison. Je rentrai dans le bureau où Kaël m'attendait, assis dans l'obscurité. Il avait insisté pour rester, sentant que la conversation avec Fatime apporterait une nouvelle révélation. Je m'assis face à lui, mes mains tremblantes posées sur mes genoux. « Kaël, commençai-je, ma voix brisée. Ton père, il a une fille, une adolescente nommée Imani. » Son visage se figea, ses yeux s'écarquillant sous le choc. « Une fille ?» répéta-t-il, comme si les mots refusaient de s'ancrer dans son esprit. « Depuis quand ?»« 15 ans, dis-je, chaque mot pesant comme une pierre. »
Il l'a caché tout ce temps. À nous deux. Kaël serra les poings, sa mâchoire crispée. Une sœur, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Puis il leva les yeux, son regard brûlant d'une colère contenue. Est-ce qu'elle sait pour nous? Pour moi? Je ne sais pas, répondis-je, sentant des larmes monter mais les retenant. Mais elle est innocente, Kaël. Elle n'a pas choisi ça. Il hocha la tête lentement, comme s'il essayait de digérer l'énormité de la vérité. Je veux la rencontrer, un jour, McFintrou, dit-il enfin, sa voix teintée d'une douleur mêlée de curiosité. Pas maintenant, mais elle est ma sœur. Ces mots me frappèrent, malgré la trahison qu'Aël voyait déjà au-delà de la douleur, vers une possibilité de lien, de vérité. Moi, je n'en étais pas là. La blessure était trop fraîche, trop profonde. Je repensais à Imani, une adolescente qui portait les traits d'Idriss, une enfant née d'un mensonge qui avait défini ma vie. Pourtant, une part de moi, enfouie sous la rage, ressentait une étrange pitié pour elle. Une victime de plus dans le sillage destructeur de son père. Fatime rappela peu après, sa voix ferme me tirant de mes pensées. « Aïssa, on a assez pour les détruire, » dit-elle. Les photos, les relevés bancaires, les preuves de l'escroquerie de Naomi, et maintenant ce test ADN. Mais il faut frapper au bon moment. Le mariage est demain. C'est là qu'ils seront le plus vulnérables, entourés de leurs admirateurs, de leur monde parfait. Je regardais Kaël, dont les yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « On le fait, » dis-je, ma voix froide et résolue. Demain, on met fin à leurs mensonges. Fatime approuva. Je vais tout préparer, des preuves sur grand écran, des copies pour la police. Naomi ne s'en sortira pas et Idriss y perdra tout. Je raccrochai, le silence du bureau m'enveloppant comme une cape. Kaël me prit la main, un geste simple mais chargé de solidarité. « Maman, » murmura-t-il, « on va s'en sortir. Ensemble. » Je hochai la tête, sentant une force nouvelle m'envahir. La douleur était toujours là. Une plaie ouverte dans ma poitrine, mais elle était maintenant accompagnée d'une clarté froide, une résolution implacable. Idriss et Naomi pensaient avoir construit un empire de secrets, mais ils ne savaient pas que cet empire était sur le point de s'effondrer. Demain, dans la lumière éclatante de leur mariage parfait, nous allions révéler la vérité, et avec elle, faire tomber chaque pierre de leur monde mensonger. Le matin du mariage de Kaël, l'air vibrait d'une énergie fébrile, un mélange de parfums floraux et d'attentes feintes. Je me tenais devant le miroir de ma chambre, ajustant la robe de soie bleu nuit que j'avais choisie pour l'occasion. Chaque pli, chaque éclat de tissu semblait moquer l'illusion de perfection que j'avais passé ma vie à construire. Mes mains tremblaient légèrement en attachant un collier de perles, un cadeau d'Idriss pour notre 20e anniversaire. Autrefois, ce geste m'aurait réchauffé le cœur. Aujourd'hui, il me brûlait comme une marque d'infamie. Je devais jouer mon rôle, la mère radieuse, l'épouse comblée, alors que chaque fibre de mon être hurlait pour la vérité. En bas, la maison bourdonnait déjà d'activité. Les traiteurs dressaient des tables. Les fleuristes ajustaient les dernières coupes roses blanches et les invités commençaient à arriver, leur rire résonnant comme une insulte à la tempête qui couvait en moi. Idriss, impeccable dans son costume gris anthracite, circulait parmi eux, son sourire charmeur captivant chaque regard. Il s'approcha de moi alors que je descendais l'escalier, posant une main sur ma taille avec une familiarité qui me donna la nausée. « Tu es magnifique, Aïssa, » murmura-t-il, son souffle chaud contre mon oreille. « C'est une journée parfaite, n'est-ce pas ?» Je forçai un sourire, mes lèvres crispées comme si elles étaient sculptées dans la pierre. « Parfaite, » répétai-je, ma voix aussi lisse que du verre. Mais en le regardant, je ne voyais plus l'homme que j'avais aimé, celui qui m'avait fait danser sous les étoiles. Je voyais un menteur, un voleur, un père qui avait caché une fille pendant 15 ans. Et pourtant, je devais attendre, jouer le jeu jusqu'au moment précis
ou nous frapperions. Naomi arriva peu après, rayonnante dans une robe légère qui semblait taillée pour séduire. Elle s'approcha de moi, son sourire éclatant comme une arme. « Aïssa, tout est absolument parfait, dit-elle, posant une main sur mon bras. « Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. » Ces mots étaient pâtés doux, mais ses yeux brillaient d'une assurance arrogante, comme si elle savait qu'elle avait gagné. Je hochai la tête, ravalant l'envie de lui arracher ce sourire du visage. Chaque mot qu'elle prononçait était une insulte. Chaque regard qu'elle échangeait avec Idriss, une nouvelle entaille dans mon cœur. Kaël, lui, était une ombre silencieuse au milieu de la foule. Il portait son costume avec une élégance naturelle, mais ses yeux étaient peints sombres, hantés par la vérité que nous partagions. Lorsque nos regards se croisèrent, à travers la pelouse, un courant passa entre nous, un pacte tacite scellé dans la douleur. Nous étions des soldats, dans une guerre invisible, attendant l'heure de l'assaut. Dans l'ombre, tante Fatime orchestrait tout. Déguisée en membre du personnel de service, un tablier blanc, noué autour de la taille, elle se fondait parmi les serveurs avec une aisance déconcertante. Mais je savais que sous cette façade, elle était une prédatrice, prête à frapper. Elle m'avait retrouvé plus tôt dans la matinée dans un coin discret du jardin pour me remettre un petit boîtier noir, un déclencheur à distance pour l'écran géant censé diffuser des photos nostalgiques de Kaël. « Tout est prêt », avait-elle murmuré, ses yeux brillants d'une détermination froide. L'écran est connecté à mon ordinateur. Les preuves qui sont chargées, les photos, les relevés bancaires, le test ADN. Quand tu seras prête, appuie sur ce bouton. Je serrai le boîtier dans ma poche, son poids léger contrastant avec l'énormité de ce qu'il représentait. Fatime avait travaillé toute la nuit avec un technicien pour s'assurer que chaque détail était parfait. Les images s'afficheraient en haute résolution. Les chiffres des relevés bancaires seraient lisibles depuis le fond du jardin et le test ADN d'Imani apparaîtrait en lettres grasses, impossible à ignorer. Elle avait même prévu une sauvegarde, au cas où Idriss ou Naomi tenteraient de saboter l'équipement. « Ils ne s'en sortiront pas », avait-elle ajouté, un sourire presque cruel aux lèvres. « Pas cette fois. » Je rejoignis Kaël, près de l'arche fleurie, où il ajustait nerveusement sa cravate. « Tu es sûr ?» demandai-je à voix basse, mes doigts effleurant son bras. « On peut encore reculer. » Il me regarda, ses yeux brûlants, d'une résolution qui me rappela les miens. « Non, maman, » répondit-il, sa voix ferme. « Ils nous ont menti à tous les deux, ils ont volé notre famille, notre avenir. On ne recule pas, on finit ce qu'on a commencé. » Il marqua une pause, son regard s'adoucissant légèrement. « Et pour Imani, elle mérite de savoir qui est son père, vraiment. » Le nom d'Imani me serra le cœur, une adolescente innocente, prise dans les filets des mensonges de son père. Je hochai la tête, sentant une vague de force m'envahir. Kaël avait raison. Ce n'était pas seulement pour nous, pour notre douleur, c'était aussi pour elle, pour une vérité qu'elle méritait autant que nous. Alors que les invités prenaient la place, Idriss s'approcha de nous, son sourire éclatant masquant la duplicité que je savais maintenant être son essence. « Mon garçon, » dit-il, posant une main sur l'épaule de Kaël, « c'est le plus beau jour de ta vie. Profite. » Puis il se tourna vers moi, ses yeux pétillants d'une fausse tendresse. « Et toi, Aïssa, tu as fait des miracles, comme toujours. » Je sentis une bile monter dans ma gorge, mais je gardai mon sourire, mes doigts serrant le boîtier dans ma poche. « Merci, » murmurai-je, ma voix si douce qu'elle aurait pu passer pour sincère, mais en mon fort intérieur, je voyais déjà les flammes de leur chute, prêtes à consumer leur monde de mensonges. Naomi passa près de nous, échangeant un regard furtif avec Idriss, un regard de complicité, de secret partagé qui me transperça comme une lame. Ils pensaient avoir tout sous contrôle, leur avenir scellé dans cette cérémonie parfaite. Ils ne savaient pas que chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait du gouffre. Fatime croisa mon regard depuis l'autre côté de la pelouse, hochant légèrement la tête.
Tout était en place. Le quartet à cordes entama une mélodie douce, signalant le début de la cérémonie. Les invités s'installèrent, leurs murmures emplissant l'air d'une anticipation joyeuse. Je pris ma place au premier rang, Kaël à quelques mètres de moi, debout près de l'autel, son visage un masque impassible. Dans ma poche, le boîtier semblait brûler ma peau, un rappel de la tempête imminente. Alors que Naomi s'avançait dans l'allée, resplendissante dans sa robe blanche, je sentis une étrange sérénité m'envahir. Ce n'était pas la paix, mais une clarté froide, une certitude absolue. Idriss et Naomi avaient calme et construit leur empire sur des mensonges, mais aujourd'hui, cet empire allait s'effondrer, et moi, Aïssa, la femme qu'ils avaient sous-estimée, serait celle qui appuierait sur la détente. La mélodie du quatuor à cordes flottait dans l'air, douce et trompeuse, tandis que Naomi s'avançait vers l'autel, sa robe blanche scintillant comme un mirage. Les invités, alignés sur des chaises blanches, impeccables, murmuraient leur admiration, leurs regards captivés par la fiancée radieuse. Idriss, assis à mes côtés, serra ma main avec une chaleur feinte, son sourire éclatant, masquant la duplicité que je savais maintenant être son essence. Mon pouls battait à mes tempes, chaque note de la musique amplifiant la tension qui montait en moi. Dans ma poche, le boîtier de Fatim semblait pulser comme un cœur vivant, prêt à déclencher l'explosion qui mettrait fin à cette mascarade. Kaël se tenait à l'autel, droit et impassible, ses yeux fixés sur Naomi. Mais lorsque nos regards se croisèrent, un éclair de compréhension passa entre nous, un pacte scellé dans le silence. Il savait ce qui allait se passer. Nous l'avions répété avec Fatim jusqu'à ce que chaque détail soit gravé dans nos esprits. Naomi rejoignit Kaël, prenant sa main avec un sourire qui semblait taillé dans le cristal. Ils échangèrent des vœux, leurs voix résonnant avec une sincérité qui me donna la nausée. Chaque mot d'amour, chaque promesse de fidélité était une insulte, une moquerie de la vérité que nous portions. L'officiant, un homme âgé, aux lunettes cerclées d'or, s'avança avec un sourire bienveillant. « Si quelqu'un, ici présent, a une raison de s'opposer à cette union, dit-il, sa voix portant sur la foule, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. » Un silence tomba, si profond qu'on aurait pu entendre une feuille tomber. Les invités retinrent leur souffle, leur regard passant de l'autel à la foule. Idriss se raidit à mes côtés, sa main serrant la mienne un peu trop fort. Je sentis son regard sur moi, mais je gardai les yeux fixés sur l'officiant. C'était le moment. Ma main glissa dans ma poche, mes doigts trouvant le boîtier. Je pris une inspiration, lente et délibérée, et me levai. Un murmure collectif traversa la foule, comme une vague brisant sur un rivage. Les têtes se tournèrent, les yeux s'écarquillèrent. Idriss me saisit le bras, sa voix basse et furieuse. « Aïssa, qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi, tu fais une scène. » Je dégageai mon bras, son contact brûlant comme un fer rouge. « Non, Idriss, » dis-je, ma voix claire et ferme, coupant à travers le silence. « C'est toi qui as fait une scène, toi et ta maîtresse. » Je me tournai vers l'officiant, ignorant le chaos naissant autour de moi. J'ai une raison de m'opposer à ce mariage, et je pense que tout le monde ici mérite de connaître la vérité. Avant qu'Idriss ou Naomi ne puissent réagir, je pressai le bouton du boîtier. Derrière l'autel, l'écran géant, prévu pour diffuser des souvenirs d'enfance de Kaël, s'alluma. La première image apparut, Idriss et Naomi, enlacés dans notre salon, leurs lèvres scellées dans un baiser passionné, capturés par l'objectif impitoyable de Fatim. Un cri collectif s'éleva de la foule, un mélange de choc et d'incrédulité. Naomi vacilla, son visage blêmissant sous son voile. « Non !» cria-t-elle, sa voix brisée. « C'est faux !» Mais je n'avais pas fini. « Ce n'est pas tout !» dis-je, ma voix résonnant avec une autorité que je ne savais pas posséder. L'écran changea, affichant une série de photos. Idriss et Naomi, entrant dans un hôtel-boutique, leurs mains entrelacées, un dîner dans un restaurant étoilé, leurs regards complices,
une facture pour une bague Cartier payée par Idriss le jour où il prétendait être à une conférence. Chaque image était un coup de marteau, clouant leur mensonge au grand jour. Idriss se leva, son visage cramoisi. « C'est une manipulation !» hurla-t-il, sa voix tremblante de panique. « Aïssa, tu as perdu la tête, ces photos sont truquées !» Je le regardais, un sourire froid aux lèvres. « Vraiment, Idriss ?» Alors explique ceci. L'écran afficha une nouvelle série de documents, des relevés bancaires montrant des retraits en liquide de notre compte commun, des milliers d'euros dilapidés pour financer leurs escapades. Puis vinrent les preuves de l'escroquerie de Naomi. Des factures fictives, des virements vers un compte offshore, plus de 200 000 euros détournés de son cabinet d'avocat. La foule, d'abord bruyante, se tut, un silence horrifié s'installant. Les associés de Naomi, présents dans les rangs, échangèrent des regards furieux, leurs visages passant de la confusion à la rage. Naomi s'effondra sur une chaise, ses mains couvrant son visage. « Ce n'est pas ce que vous pensez, cria-t-elle, mais sa voix était noyée par le tumulte croissant. Son père, un juge respecté, se leva, son visage livide. « Aïssa !» tonna-t-il, « ceci est un outrage. » « L'outrage, rétorquai-je, ma voix aussi tranchante qu'une lame, c'est que votre fille a trahi mon fils et volé son propre cabinet pour acheter des cadeaux à mon mari. » Je marquai une pause, laissant mes mots s'enfoncer. Mais il y a pire. L'écran changea une dernière fois. Les mots « probabilité de paternité » 99% s'affichèrent en lettres grasses, suivis d'une photo d'Imani, une adolescente, aux yeux sombres, le portrait craché d'Idriss. « Voici Imani, » dis-je, ma voix tremblant sous le poids de 15 ans de douleur. La fille d'Idriss qu'il m'a cachée pendant toute sa vie. Une autre famille, une autre vie, construite sur des mensonges, pendant que je bâtissais la nôtre. Un silence absolu s'abattit sur la foule. Même les murmures s'éteignirent, remplacés par un choc palpable. Naomi éclata en sanglots, sa robe blanche froissée autour d'elle, comme un linceul. Idriss, figé, regarda l'écran, puis moi, puis la foule, son visage un kaléidoscope de panique et de désespoir. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Il était piégé, nu face à la vérité qu'il avait si soigneusement dissimulée. Soudain, il bougea, bousculant une chaise dans sa hâte. Il courut, trébuchant à travers la foule, renversant un plateau de coupe de champagne dans sa fuite désespérée. Mais Fatim était là, émergeant de l'ombre comme un spectre. Déguisée en serveuse, elle se planta devant lui, un sourire froid aux lèvres. « Où vas-tu, Idriss ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais menaçante. Avant qu'il ne puisse répondre, elle tendit le pied avec une précision militaire, le faisant trébucher sur l'herbe. Au même moment, 2 officiers de police, des contacts de Fatim, fendirent la foule. « Naomi Ellington, » dit l'un d'eux, sa voix calme mais autoritaire, « vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et fraude. » Le cliquetis des menottes résonna comme un coup de tonnerre. Naomi, tremblante, tenta de protester, mais ses mots se perdirent dans ses sanglots. Les officiers l'entraînèrent, sa robe traînant dans l'herbe, une image pathétique de sa chute. La foule explosa en un chaos de cris, de chuchotements, de flashs d'appareils photo. Les parents de Naomi, pétrifiés, regardaient leur fille être emmenée, leur réputation en lambeaux. Idriss, relevé par Fatim, resta immobile, son costume froissé, son arrogance envolée. Kaël s'approcha de moi, son bras ferme autour de mes épaules. « C'est fini, maman, » murmura-t-il, sa voix teintée de soulagement et de douleur. Je regardais la scène, les chaises renversées, les invités abasourdis, l'écran affichant toujours le visage d'Imani. La perfection que j'avais poursuivie s'était effondrée, mais dans ces ruines, je sentais une liberté nouvelle. Idriss et Naomi avaient cru pouvoir jouer avec nos vies, mais aujourd'hui, nous avions repris le contrôle. Et dans ce chaos, une nouvelle vérité naissait, dure mais libératrice. Les heures qui suivirent l'explosion du mariage furent un tourbillon de chaos et de clarté.
Les lumières bleues des voitures de poignards de police clignotaient dans le crépuscule, projetant des ombres dansantes sur la pelouse autrefois immaculée. Naomi, menottée, fut emmenée sous les regards horrifiés des invités, sa robe blanche traînant dans l'herbe comme un symbole brisé de son triomphe éphémère. Idriss, après un interrogatoire bref et humiliant, disparut dans sa voiture sans un mot, laissant derrière lui un vide aussi profond que ses mensonges. Je restai là, au milieu des débris de la journée que j'avais méticuleusement planifiée, soutenu par la présence silencieuse de Kaël. « C'est fini, maman, » murmura-t-il, son bras autour de moi. Mais ce n'était pas fini, pas encore. C'était le début d'une reconstruction, d'une vie à rebâtir sur les cendres d'un passé mensonger. Les semaines suivantes furent un déluge. L'histoire? Scandale au mariage, la fiancée arrêtée, le père du marié démasqué. Fit les gros titres des journaux locaux. Nos noms, nos visages, furent étalés dans les médias, une humiliation publique qui me força à couper mon téléphone et à éviter les regards curieux. Mon entreprise d'événementiel en souffrit. Des clients fidèles se retirèrent discrètement, mal à l'aise avec la notoriété. Mais je m'accrochai, déterminé à ne pas laisser les mensonges d'Idriss détruire tout ce que j'avais bâti. Le lendemain du mariage, je me rendis chez mon avocat, une enveloppe contenant les papiers de divorce signés et un disque dur rempli des preuves de Fatim. Avec un dossier aussi accablant, les retraits frauduleux, les relevés bancaires, le test ADN, Idriss ne tenta même pas de se battre. Le divorce fut rapide, presque clinique. J'obtins la maison et une compensation pour l'argent qu'il avait volé dans nos économies, mais ce n'était pas une victoire. C'était une restitution, un moyen de récupérer ce qui m'appartenait. Naomi, face à l'évidence écrasante, accepta un accord de plaidoyer. 2 ans dans une prison à sécurité minimale et une obligation de rembourser chaque centime détourné. Sa famille, autrefois pilier de la haute société, fut brisée, leur réputation en lambeaux. Mais la partie la plus complexe de l'après-coup concernait Imani. 2 semaines après le mariage, une lettre arriva, écrite de la main de Sophie Laurent, sa mère. Elle était brève, presque austère, s'excusant pour la douleur causée par sa relation passée avec Idriss. Elle expliquait qu'Imani avait appris la vérité par les médias et souhaitait rencontrer Kaël et moi. Je gardai cette lettre sur mon bureau pendant 3 jours, la relisant jusqu'à ce que les mots se gravent dans mon esprit. Imani était le symbole vivant de la plus grande trahison d'Idriss, mais elle était aussi une adolescente, une victime de ses choix autant que nous. Je montrai la lettre à Kaël, qui la lut en silence, son visage fermé. « Je veux la rencontrer, » dit-il enfin, sa voix ferme. « C'est ma sœur, maman. Elle mérite de connaître sa famille ou ce qu'il en reste. » Nous organisâmes une rencontre dans un café discret. À mi-chemin, entre nos villes, j'étais terrifié, mes doigts triturant un mouchoir en papier tandis que nous attendions. Puis elles arrivèrent. Sophie était une femme ordinaire, fatiguée, ses épaules voûtées portant le poids de ses propres secrets. Derrière elle se tenait Imani, une adolescente frêle, un livre serré contre sa poitrine comme un bouclier. Lorsqu'elle leva les yeux, je retins mon souffle. Fatim avait raison. Elle avait les yeux d'Idriss, sombres et profonds, pleins d'une intelligence timide. Mais il y avait aussi une douceur, une vulnérabilité qui me serra le cœur. Elle n'était pas lui, elle était juste Imani. La conversation fut maladroite, ponctuée de silences tendus. Sophie parla peu, ses excuses murmurées et teintées de honte. Imani, elle, était réservée, répondant par monosyllabes aux questions de Kaël sur son école, ses goûts. Mais Kaël, avec sa patience infinie, trouva un terrain d'entente. « Tu aimes les vieux films ?» demanda-t-il, un sourire timide aux lèvres. Lorsqu'elle hocha la tête, mentionnant le mépris de Godard, ses yeux s'illuminèrent. Je les observai, émerveillé par la capacité de mon fils à construire un pont là où je ne voyais que des ruines. Au fil des mois, quelque chose de nouveau prit racine.
J'avais vendu la villa, trop grande, trop hantée par les souvenirs, et emménagé dans un appartement lumineux en périphérie de Paris. Les fenêtres laissaient entrer une lumière dorée qui semblait laver les ombres du passé. Kaël, après des mois de thérapie pour surmonter la trahison, quitta son emploi de financier pour poursuivre sa passion, l'architecture paysagère. Il dessinait des jardins, transformant la terre brute en espace de beauté, une métaphore de sa propre reconstruction. Il rencontra une femme, une bibliothécaire douce et sincère, dont le regard sur lui me rappelait ce que l'amour devait être. Imani devint une présence régulière. Elle venait dîner tous les 15 jours, apportant son rire timide et son amour des films classiques. Kaël et elle développèrent un lien fraternel, échangeant des blagues et des références cinématographiques. Un soir, alors qu'ils débattaient avec passion de Truffaut dans mon salon, je sentis une chaleur inattendue m'envahir. Ce n'était pas la famille que j'avais imaginée, mais c'était la nôtre. Imparfaite, fragile mais réelle. Un soir, 1 an après le mariage avorté, la sonnette retentit. C'était Idriss. Il se tenait sur le seuil, diminué, ses cheveux grisonnants, son charisme éteint. Il demanda à entrer, et après un moment d'hésitation, je m'écartai. Il parla de thérapie, de regrets, de sa tentative de comprendre pourquoi il avait tout détruit. « Je suis désolé, Aïssa, » dit-il, sa voix tremblante. « Pour toi, pour Kaël, pour Imani. » Je l'écoutais impassible. Ses mots étaient sincères, mais ils ne pouvaient effacer 15 ans de mensonges, ni la douleur qu'il avait infligée à ceux que j'aimais. « Je te pardonne, Idriss, » dis-je enfin, surprise par la vérité de mes paroles. « Mais pas pour toi, pour moi. Je ne peux plus porter cette colère. » Je le regardai droit dans les yeux. « Mais je ne te ferai plus jamais confiance. » Il hocha la tête, les larmes aux yeux, et partit. Ce soir-là, en me préparant pour la nuit, je trouvai une vieille boîte dans un tiroir. À l'intérieur, mon alliance scintillait, un vestige d'une vie révolue. Je la tins un moment, me souvenant du jour où Idriss l'avait glissée à mon doigt. Puis je la rangeai, refermant la boîte avec un claquement doux. La femme que j'avais été, celle qui croyait en un amour éternel, était partie, mais celle que j'étais devenue, plus forte, plus libre, était prête à avancer. Dans mon salon, la lumière des lampes baignait Kaël et Imani, riant ensemble devant un vieux film. Ce n'était pas la famille que j'avais rêvée, mais c'était la mienne, bâtie sur la vérité, sur les cendres d'un passé douloureux. Et pour la première fois depuis longtemps, je respirais librement, entouré d'un amour imparfait mais sincère, prêt à fleurir dans un avenir que nous écririons ensemble. Merci d'avoir écouté mon histoire, d'avoir partagé ce voyage à travers la douleur, la vérité et la reconstruction. Si ces moments vous ont touché, si vous avez vécu quelque chose de semblable, ou si vous ressentez simplement le besoin de vous exprimer, je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires. Vos histoires comptent, tout comme la mienne. Merci du fond du cœur pour votre présence et votre soutien. Cela signifie tout pour moi. À très bientôt pour d'autres récits, d'autres vérités et peut-être d'autres commencements.